Je commence alors, je vais vous parler d'un thème, et je suis content, d'aborder ce thème. Alors je suis content parce que moi, vous allez comprendre, moi, il me voilà, je me le porte depuis des années, c'est un sujet qui me plaît évidemment et puis je me rends compte que je suis pas tout seul à en parler, plus ça va, plus il y a des sessions qui parlent, de l'adoption, parce que, vous avez peut-être entendu Martine tout à l'heure, les MVP ont des approches, évidemment techniques, hein. Nous sommes des, on va dire entre guillemets, hein, j'aime pas ce terme-là, nous sommes des experts, mais mais on est là pour réussir des projets dans la vraie vie et la vraie vie, c'est d'aller, à la rencontre, eh bien, de challenges qui sont pas forcément toujours techniques, mais qui sont parfois organisationnels. Donc, comme je disais, je suis content de l'avoir entendu parce qu'il y a eu d'autres sessions. Je crois, Jean-Marc, tu vas nous parler de ça aussi, hein. Tu vas me parler un petit peu de ces aspects un petit peu d'organisation derrière. J'ai vu qu'Adrien Nassim aussi avait parlé d'embarquer les gens et puis évidemment, Wannabes. De Wannabes, là, c'est la transition avec le slide suivant, qui est un partenaire et qui a aussi une approche, d'accompagnement autour de la Power Platform et pas seulement, par une approche, technologique. La technologie, on doit la maîtriser, mais il faut maîtriser également, le déploiement, je dirais, de ces nouveaux usages, dans l'organisation. Alors, on remercie évidemment Wannabes dont on vient de parler, je crois pas mal, hein, déjà, même plus longtemps que sur la vidéo. Vert bleu, CoreView, Let's Sign It également, qui sont donc des sponsors et des sponsors, c'est super important. Moi, je sais que j'organise également des événements, j'ai organisé des événements, ça fait longtemps que je ne l'ai pas organisé et les sponsors, eh bien, ce sont des alliés, de poids. Ici, Manelto, Marcy.eu, sont des sponsors, silver et partenaires, Club Power BI et AMS. AMS dont, bah, vous allez le voir sur le slide suivant, dont je suis un contributeur aux communautés, hein. Je suis conférencier, donc organisateur d'AMS. Alors je crois que je tiens malgré tout le record, même si j'en ai pas fait depuis longtemps. Je crois que je suis à 5 sessions AMS à Luxembourg et c'est pour ça, voilà, que je suis pas très loin physiquement, mais il y a pas le TGV. Et donc quand j'ai regardé avec Amélie, je lui ai dit: «Amélie, j'en ai pour 50 minutes». Alors même si j'aurais le bonheur de passer une journée, immergé avec tout le monde et on sait que le réseau aussi, c'est important. Mais grosso modo, je vous fais le calcul, il y a 3 heures et demie aller, 3 heures et demie retour entre Luxembourg et Lille, ce qui est hallucinant. Au départ, quand je me suis inscrit, j'ai dit: «C'est bon, en 2 heures, c'est bouclé». Ben non, 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 je suis pas bien géolocalisé et donc non, non, c'est long et donc je vous prie de m'excuser d'être en distance. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est comment réussir l'adoption des power users. C'est quelque chose qui est un peu mon angle d'attaque, hein, parce que vous voyez, peut-être les logos en plein milieu du Luxembourg. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un blog qui s'appelle Adopte un SharePoint, l'autre s'appelle Adopte un Teams et l'adoption, j'en ai vraiment fait, mon angle d'attaque, on va dire, il y a déjà une dizaine d'années puisque Adopte un SharePoint date de 2013. Voilà, donc on y va tout droit sur la dizaine d'années. Et surtout avant cela, parce que j'ai 20 ans d'expérience professionnelle, j'ai commencé par, la vulgarisation technique. J'ai commencé par, voilà, la relation utilisateur avec les outils informatiques. Donc vraiment, voilà, je baigne là-dedans. J'ai même fait, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, j'ai même fait un DEA sur les conséquences de l'informatisation sur les organisations. Donc je suis très, très focalisé sur, eh bien l'adoption des utilisateurs sans qui, eh ben, tout ce que nous faisons ne servira pas. Voilà, alors, j'ai sorti des bouquins, mais je vous recommande pas d'acheter le bleu parce qu'il est plus à jour. Il y a tellement de nouveautés sur SharePoint que sur le premier, il faut que je fasse une réédition. J'avais fait un truc sur SharePoint, mon workspace, hein, et ensuite j'avais fait un bouquin là, par contre ça explique toujours les différences entre SharePoint et Teams, en termes d'approche, d'adoption, c'est différent. Et puis, ça nécessite, une gouvernance, dédié, alors SharePoint et Teams ensemble, mais aussi séparés. Et le petit dernier qui va sortir normalement pour Noël l'année prochaine, j'avais déjà dit ça l'année dernière, mais c'est parce que c'est un énorme boulot de relecture aussi. Actuellement, il est en relecture. Ce sera SharePoint et la Power Platform. Donc, je suis en plein je baigne comme vous tous dans la création d'apps, alors que ce soit des apps Canva ou un modèle comme on l'a vu ici avec Chloé juste avant moi. Voilà, donc si vous voulez me suivre, si vous voulez suivre mon actualité, mes blogs et tout le tralala, évidemment, je relaie tous les billets AMS et AMS, relaie aussi mes participations, mais sinon, bah, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, voilà. Alors on y va, les power users, qui sont-ils? Qui sont-ils? Parce que en fait, j'ai structuré ma présentation en 3 temps, hein. Il y a qui sont, les power users, hem, comment, mettre en place, eh bien la communauté, des power users et puis, comment, bah, l'inscrire dans la durée et à l'échelle.
notre histoire d'adoption. Voilà, donc c'est vraiment ici des retours d'expérience sur le déploiement d'une organisation qui a envie de miser sur la Power Platform en comptant sur ses Power Users. Alors, qui sont les Power Users? Eh bien, ce sont des gens qui vont être a priori indispensables quand on regarde les prévisions, le prévisionniste ici, Gartner, qui estime que voilà, il y aura 500 millions d'applications low-code. Alors là, tout le monde bave un petit peu, en disant, c'est génial, il y a un marché énorme. 60% des applications devraient être en mode low-code. Du coup, qu'est-ce que mes power users eh bien, ce sont des gens qui vont contribuer à cette montée en puissance du nombre d'applications. On va le voir en low-code. Alors, on va le voir, vous l'avez, moi j'arrive en fin de journée, donc je ne vais pas faire ici une introduction. Vous baignez déjà dans les outils Power depuis le début de la matinée. Et évidemment, ici, les Power, si on veut vraiment, si on imagine qu'on doit pouvoir atteindre eh bien, ce volume, ce volume qui est d'aller construire autant d'applications et de connecter finalement ceux qui manquent au Abandon Workspace et ceux qui n'ont pas de PC ou ceux qui n'ont qu'un smartphone, eh bien, évidemment, c'est un slogan que vous avez trouvé sur Power Apps, le monde a besoin de solutions adéquates, créez les vôtres plus rapidement. Donc, il y a vraiment une incitation chez Microsoft sur ses produits en ligne pour mettre le Power User au boulot. Alors la Power Platform, évidemment, est faite pour eux. Voilà, on en a parlé, je pense, dans d'autres sessions, je ne vais pas m'étaler. La facilité qu'on a à développer des applications montre l'investissement que Microsoft a mis à mettre une barrière à l'entrée très basse pour permettre à un Power User de créer ses applications. Je n'ai toujours pas dit qui il était, mais on voit que c'est quelqu'un sur lequel on compte. Alors, ils sont parfois appelés les citizen developers. Donc là aussi, je l'ai entendu dans la présentation de Wannabes. Ça nous vient des États-Unis, tout ça. Alors, la traduction, on pourra toujours le tenter en France, mais actuellement, ça nous parle plus quand on parle de Power User, parce qu'il y a les 4 outils de la Power Platform, et Power Apps, Power BI, Power Automate et Power Virtual Agents. Tous les 4 ont pour particularité donc d'avoir cette barrière à l'entrée pour le développement d'applications qui est très basse et d'être un outil qui permet de faire du no-code, du low-code, mais également l'IT Pro va également pouvoir accompagner ces applications faites par les power users dans des environnements. Donc là, je vais vraiment se focaliser maintenant sur les power users. Microsoft aime les power users. Ça fait des années, on n'a pas attendu la Power Platform et les 4 fantastiques dont je viens de parler pour se rendre compte que Microsoft met à disposition des outils qui sont faits pour les utilisateurs. Les utilisateurs, alors, on va voir lesquels, parce que les Power Users, c'est donc une partie des utilisateurs, c'est pas tous quand même. Donc, que ce soit Excel, Access ou SharePoint, et je dirais même Teams, créer une équipe et commencer à mettre des onglets, c'est pas tout le monde qui va le faire, c'est certains utilisateurs qui vont se mettre dans une approche de conception, de personnalisation de leurs solutions avec les outils qu'on leur a mis à disposition. Alors Access, peut-être que tout le monde n'a pas connu en entreprise. Évidemment, on va en parler parce que Access, c'est pour moi vraiment l'outil qui ressemble quelque part le plus aujourd'hui à ce qu'on fait avec du Power Apps, avec du SharePoint par exemple, et la source de données d'un côté et les formulaires de l'autre. Quoi qu'il en soit, nos Power Users, on a besoin d'eux. Et les IT pros ne pourront pas dire le contraire, parce qu'on a besoin de identifier, on a besoin de connaître les données, on a besoin de connaître ses flux, on a besoin de connaître ses règles métiers pour pouvoir construire son application. Alors, il n'y a encore pas très longtemps, il y a encore des entreprises qui fonctionnent comme ça. On a des chefs de projet à MOA qui vont à la rencontre des métiers pour pouvoir prélever ce type d'informations, des données, des flux d'informations, des règles métiers. Et il m'est déjà arrivé, dans ce rôle-là, il y a quelques années, de passer 2 heures d'interview avec un power user et qui finit par me dire au bout de 2 heures: «Mais vous savez, moi, ma solution SharePoint, là, j'en ai besoin, tout ça, c'est génial, mais vous savez que finalement, j'ai déjà une base Access». «Ah, j'ai déjà une base Access avec des formulaires». «Ah, c'est très bien, on va la regarder», et donc il y avait déjà Access ici qui pouvait être assimilé à des outils pour des power users, pour créer des petites tables et créer des petits formulaires. Voilà. Alors, on pouvait rajouter également des macros, alors c'est pareil dans Excel, ou plus rarement du léger développement. Donc les power users, ils s'en sortaient en créant leur petite application, souvent sans avoir besoin de l'informatique. Voilà.
avec je dirais avec la propagation d'internet en plus dans les bureaux, pouvoir retrouver, de l'information, des bouts de code, des tutos sur Excel et sur Access, aujourd'hui, c'est très facile. Alors, Meet Loretta. Meet Loretta, ici, je vous ai mis un petit lien en bas, c'est une page officielle, de blog sur, powerapps.microsoft.com qui explique que, le profil est ici, eh bien d'un champion Power Apps. Alors le power user, hein, ici, bah, c'est souvent effectivement quelqu'un qui n'avait pas la capacité, eh bien d'accéder à des outils de développement et en fait, vous n'êtes pas sans le savoir, on a dû vous vous avez dû vous en rendre compte, mais dès qu'on vous donne une licence Power Apps pour utiliser une app, vous avez la capacité d'en créer dans l'environnement par défaut. Et donc n'importe qui, on le sait avec internet ici, va pouvoir, eh bien, tomber sur, voilà, des pages pour se former. Je vais y venir, mais allons maintenant à la synthèse de cet article, hein, parce que je ne vous ai pas tout retranscrit, je vous ai mis le lien. On y retrouve les qualités en fait, quelques qualités que moi j'ai listées comme étant les indispensables pour reconnaître un power user d'un autre utilisateur. Donc, ici, je vous liste ici, les 4 qualités. Quand je parle de power user, on me dit: «Mais alors, c'est qui? Comment moi je le reconnais?» Il y a un temps de latence. Ah, les slides ne défilent pas. Oh, désolé, je vais ralentir le débit et accélérer les slides. J'ai essayé de ça. Donc, reconnaître les qualités requises d'un power user, moi j'en liste 4. La première, c'est que évidemment, cet utilisateur, qui va être donc une personne dans un service, hein, du côté des métiers, doit a priori être favorable au changement, qui plus est technologique. Donc il doit avoir un goût pour la digitalisation. Voilà, c'est pas quelqu'un qui doit être réfractaire à ce type de changement. Ensuite, on en a parlé, c'est une évidence ici, il doit avoir une connaissance de ses processus et ses règles métiers. Donc, si vous pouvez avoir quelqu'un qui est très enthousiaste pour la technologie, s'il n'a pas une connaissance des process et des règles métiers, eh ben, vous allez vous retrouver avec des applications qui, bah, au niveau règles métiers, on a compris, on est à côté de la plaque. Donc, voilà, le power user, pour moi, ici, doit au moins avoir ces 2 qualités. Et puis, on va voir qu'il y en a encore 2 autres derrière. Quand on va le mettre, en position, en fait, hein, d'assurer son rôle de power user, il doit avoir une légitimité aux yeux des utilisateurs qu'il ou qu'elle va représenter. Voilà, il y a un côté ici, un peu pas délégué de classe, mais un côté quand même, relais, en fait. Ça va être le relais entre, peut-être la direction informatique et les utilisateurs par rapport à cette application qu'on est en train de créer. Donc avoir un goût pour la technologie, avoir une excellente connaissance des règles, métiers, mais également ici, il doit avoir une certaine forme de légitimité. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que au moment de l'adoption, au moment des tests et cetera, voilà, on peut se rendre compte que parfois tout n'est pas, pas cartésien et que voilà, on doit se rendre compte que la personne doit avoir aux yeux des gens, il doit, comment dire? Il doit donner, inspirer confiance, on va dire, pour pouvoir, ensuite faciliter la conduite du changement, la formation auprès de ses utilisateurs. Et la dernière chose, parce que souvent je vais arrêter à 3, puis j'ai dit: «Mais il y en a une quatrième». Il y en a une quatrième, c'est être capable de rester dans le cadre. De rester dans le cadre, parce qu'effectivement, des gens qui sont favorables, aux changements technologiques, qui sont même un peu des creuseurs, des gens qui vont chercher, qui connaissent leurs règles métiers et qui ont la légitimité et malgré tout, il va falloir rester dans le cadre, de l'organisation. Hein, on a parlé, ça a été évoqué, la sécurité et la conformité au niveau des données, évidemment. Donc d'une manière générale, il faut aussi avoir, c'est pas un chien fou, hein, le power user, il doit aussi rester dans le cadre, qu'on va découvrir, parce que c'est ce que je vais, maintenant, accéder avec vous. Comment, lancer l'adoption des, power users? Alors là, je me suis, heu, je me suis aussi penché sur des, voilà, sur des vieuses choses que j'avais déjà vues, par le passé et je me suis dit: «Mais je vais les adapter parce que j'ai l'impression que ça marche» et effectivement, eh bien, je me suis rendu compte que ça marchait. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une matrice, que j'utilisais, quand je parlais des réseaux sociaux, d'entreprise. Attention, quand je parlais des réseaux sociaux d'entreprise, il y a, bah, une dizaine d'années, hein, quand, Microsoft a racheté Yammer, et quand, même avant ça, SharePoint avait son site, de communauté et on expliquait que c'était très, très bien, de mettre en place des communautés, mais que ça allait pas se faire tout seul. Qu'il y avait, grosso modo une chance, il y a 10 de chances qu'une communauté, bah, finalement elle trouve son chemin sans espèce de gouvernance, sans espèce d'animation de community manager, quoi. Et alors, bah, en fait, je me suis dit: «Bah, les power users, c'est peut-être un peu la même chose».
On va regarder, bah, les 3 sphères ici, le vouloir, hein, le savoir et le pouvoir, dans cet ordre-là, pour vérifier finalement si, on a tous les feux qui sont verts. J'ai pas fait exprès, hein, c'est la couleur ici, de la 2e vue de slide. Si tous les feux sont verts pour pouvoir, eh bien, mettre en place les conditions, favorables à l'adoption, des power users, de ces outils. Alors vouloir, on vient d'en parler ici, c'est une qualité requise, naturellement. Le power user, faut pas lui dire: «Est-ce que tu veux être power user?» C'est quelque chose qui c'est une sorte de leader au sein de son équipe. C'est lui qui va défricher, c'est lui qui va creuser, c'est lui qui porte la légitimité, qui a le goût et qui a la connaissance, des process. Donc naturellement, il veut, d'accord? C'est une démarche volontaire, c'est un acteur du changement. Il a effectivement, on l'a dit, les qualités, hein, je vais pas les répéter, hein, ici. Je dirais il a souvent pris les devants, en fait. C'est lui qui a pris les devants, c'est lui qui, sur Excel, a proposé, d'améliorer, des choses peut-être pour ses collègues ou pour son chef de service et ça a souvent commencé, jeune, ce goût sa curiosité pour son goût pour l'informatique. Alors pour ceux qui ont une excellente vue ici, la photo à droite, ce sont des, Thomson, TO7. Alors c'est pour les vieux comme moi, qui ont appris au club informatique du collège l'informatique. Mais vous voyez un peu, c'est grosso modo, je suis pas devenu informaticien, même si mon métier aujourd'hui, c'est de faire du Power Apps, hein. Je suis pas un développeur, je suis pas un pro codeur. Mais évidemment, j'avais déjà développé le goût pour l'informatique. Après, j'ai fait des études, bah, je dirais, comme certains diraient, de sciences molles, hein. J'ai fait, un bac général, j'ai pas fait de maths ou de physique, j'étais plutôt sur les sciences, humaines. Les diapos normalement défilent, Willy, hein, donc je sais pas. Je peux peut-être avancer et reculer. Pour l'instant, on est sur vouloir, hein. Donc j'attends un petit peu. Vous venez bien sur le slide de vouloir, Jean-Marc? Oui. Alors je vais continuer. Donc je disais que ça a commencé jeune. En fait, derrière, moi, il se trouve que je suis, voilà, moi j'ai connu le club informatique du collège et cetera et et en fait, j'ai comparé aussi ma trajectoire. Je me dis: «Est-ce que finalement, les power users me ressemblent?» Je pense qu'ils me ressemblent, dans le sens où, bah, ils ont peut-être eu, des consoles de jeux vidéo aussi à peu près aux mêmes époques que sont arrivés les PC familiaux. La bureautique familiale est arrivée. Alors au début, il y avait dans la bureautique familiale des années 80, il y avait des logiciels de conception de graphique, de composition et puis il y avait aussi des logiciels que j'appelle un peu transactionnels, c'est-à-dire des logiciels qui permettaient de gérer ses comptes ou gérer, la cave à vin. En fait, c'était déjà des tables, hein. Ce qui nous amène à Excel et Access. C'est-à-dire que dans le power user, il avait peut-être dans son informatique domestique déjà des logiciels qui finalement l'ont inspiré lorsqu'ils ont vu arriver, bah, quand ils sont allés au bureau avec de l'Excel ou de l'Access pour construire des applications. Alors ces gens-là sont, avant les années, 2000. Avant les années 2000, sont en général dans les entreprises de grande taille, nommés comme des correspondants bureautiques Office. Voilà. Alors revenons sur Excel et Access. Le correspondant bureautique, ici, qu'ils ont été par le passé, aujourd'hui, on utilise encore Excel. Par contre, on utilise de moins en moins Access. J'en ai parlé tout à l'heure, j'ai dit que quelque part, aujourd'hui, Access, il a été, bah, en tout cas dans le cloud, complètement remplacé par la Power Platform. Mais il y a encore des bases Access dans les environnements serveurs de nos clients et il y a toujours des soucis, des interrogations sur le fait que Access, Heu, si on le met à disposition des utilisateurs, des power users, ça génère, du shadow IT interne. Alors shadow IT, c'est aussi quelque chose, vous avez peut-être entendu parler. Moi, j'avais fait une session voilà, de présentation sur, Office 365 contre le shadow IT, justement. Prendre le taureau par les cornes, si on va sur Office 365, on a tout ce qu'il faut pour ne plus avoir de shadow IT. Et puis j'avais précisé le shadow IT interne et externe. Le externe, évidemment, c'est tout ce qui est sur internet qui n'est pas géré par votre DSI. Donc, quand les gens vont utiliser des outils, par exemple, de gestion de projet, pour ne pas les nommer, ou des drives qui ne sont pas gérés par la DSI, mais aussi le shadow IT interne. Et là, Access était un peu le champion numéro un du shadow IT interne. Et donc, les DSI voilà, n'appréciaient pas Access pour cette raison-là, parce que finalement, les utilisateurs avaient accès sur leur poste de travail, ils créaient leur système, et puis on appelait la DSI seulement quand il y avait un problème, quand ça ne marchait plus, et on n'était pas sûr de la qualité de la donnée. Voilà. Donc aujourd'hui, eh bien, ce correspondant bureautique qui voulait, la digitalisation avec 365, eh bien, c'est pas pour rien qu'on lui propose maintenant avec les listes 365, hein, vous savez, les listes qui sont apparues l'été dernier, bah, de convertir, des tableaux Excel
des tableaux Excel en liste SharePoint. Vous voyez, il y a cette idée qu'il y a plein de d'applications, de tableaux, de formulaires Excel qui aujourd'hui existent, peuvent être assimilés à une sorte de shadow IT interne dans lequel on n'est pas certain de maîtriser la donnée, la qualité de la donnée ou la sécurité autour de la donnée. Voilà, ça c'était le vouloir. Alors j'ai quand même mis ici, il faudra l'inspirer par une vitrine des usages 365. C'est pas parce que la personne elle veut qu'on va la laisser toute seule et on va en parler quand on va décider de le porter à l'échelle. La vitrine des usages 365, on en parlera un petit peu plus tard. Alors le savoir. Le savoir, c'est la deuxième sphère ici. Alors là, on en a parlé, franchement, il y a tout ce qu'il faut, hein. C'est assez impressionnant quand on parle des outils Power Apps, Power Automate et surtout Power BI, qui a des années d'avance en termes de qualité ici, en termes de tutos, etc. Donc, vous connaissez, j'espère, tous ces URL. Vous pouvez vous former tout seul. Vous avez des parcours d'apprentissage. Vous pouvez passer des paliers, évidemment, évidemment. Alors, c'est déjà un peu plus compliqué, par exemple, sur les sources de données. Les sources de données, on a besoin encore d'avoir je parle de Chloé ici, experte de Dynamics 365, pour nous parler des tables, de Dataverse. Sur SharePoint également, voilà, SharePoint est un outil qui a fêté ses 20 ans cette année. Eh bien, on n'a pas eu la même qualité, le même effort porté en termes de formation, de vulgarisation autour de SharePoint. C'est plutôt dans SharePoint qu'on a des nouveautés, c'est qu'on peut créer des colonnes, faire des affichages conditionnels, et ça se fait par l'interface. On a de moins en moins besoin d'aller dans les paramètres de liste, mais malgré tout, il y a encore du travail pour les experts SharePoint pour pouvoir construire des sources de données fiables pour travailler avec nos sources de données. Donc, je vous ai juste remis en plus quelques tutoriels un peu officiels pour se former. Encore une fois, il y a, sur le site docs.microsoft.com, il y a une page pour intégrer Power Apps, Power Automate, Power BI avec SharePoint. On vient de parler. Il y a aussi les tutos App in a Day si vous n'avez pas essayé. Là, vous allez pouvoir vous familiariser avec Dataverse. Et puis, il y a la chaîne YouTube officielle de Microsoft pour tout ce qui est Power Platform. Donc ça, pour le savoir, franchement, il y a du contenu, il y a ce qu'il faut. Néanmoins, comment on organise ça? Comment on est sûr que notre Power User, eh bien, il peut savoir? Alors, moi, ce que je recommande, c'est comme ça que je fais. C'est que je donne 2 niveaux de formation. Il y a une formation initiale où là, je pars du Power User qui, lui, à la limite, ne fait même pas de macro Excel. Vous voyez, qu'est-ce qu'on va lui apprendre? Bah, on va lui apprendre à travailler sur ses sources de données. Donc, on va lui expliquer que, bah, un tableur Excel, c'est un tableur Excel, mais qu'un tableur, c'est un tableur et que ce n'est pas une base de données. Et donc, on va travailler sur les types de colonnes, travailler sur les champs, enfin, ce genre de choses. Dans cette formation initiale, je recommande, bah, évidemment de le laisser autonome dans la construction de son application dans Power Apps Studio, c'est-à-dire en mode no code. Il doit être complètement autonome, il doit être capable de designer son application. Donc là, il faut y passer un peu de temps, hein. Et puis, je l'initie au low code pour lui expliquer un peu la philosophie aussi de l'outil, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il pourra faire par paramétrage et d'autres qu'il ne pourra pas faire par paramétrage. Et il faudra donc aller sur du low code pour pouvoir compléter. Alors, je lui donne des bouts de code, hein, évidemment. C'est une formation que moi, j'étale sur 2 jours, formation initiale. Et là, il n'y a pas besoin d'avoir un ticket d'entrée pour avoir été développeur ou choses comme ça. On part vraiment d'un power user, je dirais bureautique. C'est tout. Et puis, il y a la formation avancée. Alors, la formation avancée, là aussi, je vais retrouver des power users qui n'ont jamais mis de code, mais ils ont déjà une connaissance de ce que c'est qu'une base de données, une source de données, une initiation à Power App Studio. Et là, on en rentre dans le code. Et là, on peut faire du code. On peut faire du code, on peut faire du code. Là, je rajoute 3 jours de low code pour pouvoir se former. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si vous voulez toucher les power users et l'IT pro, c'est très bien, mais pour moi, ça ne suffit pas pour rendre les power users, eh bien, pour les mettre le pied à l'étrier. Ça ne suffit pas. D'expérience, je me suis aperçu qu'il manque quelque chose, et je vous le partage, mon petit secret, c'est que je mets également du coaching en place. Alors j'ai mis du coaching, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'au lieu de former les gens en disant, bah voilà le cours, faites-le, allez-y, vous êtes des grands, vous savez lire, vous savez reprendre, et voilà le bout de code que vous pourrez utiliser si un jour tombez sur le même cas, on fait l'app avec eux. Moi, je fais l'app avec eux, c'est-à-dire que je veux le faire. A priori, le ticket d'entrée ici, c'est d'abord, vous avez été formé quand même. Je vous ai formé à Power App Studio, à une source de données, à un petit peu de low-code, et après, on le fait ensemble. Voilà. Donc, je le place entre le coaching et la formation avancée, mais on pourrait aussi imaginer faire du coaching après la formation avancée. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de former les gens sur le cadre d'un exercice, eh bien, on fait l'application ensemble. Ce qui est très bien, parce que ça va permettre aussi
de sécuriser finalement sa connaissance de son application pour pouvoir le maintenir tout seul. C'est ça, l'idée c'est de moins demander à l'IT pro finalement, eh bien de pouvoir, gérer le cycle de vie de son application, en fait. Voilà. Donc si on le fait ensemble, il va être plus en capacité de le maintenir et donc de faire les petites adaptations nécessaires. Donc voilà, moi ce que je recommande et lorsqu'on me consulte pour mettre en place, des communautés de power users, je recommande d'avoir un volet coaching. C'est-à-dire que, il faut prévoir du temps pour faire les applications avec les power users, pour pouvoir, leur permettre, ensuite on le verra de rentrer dans une phase d'industrialisation, dont on va parler. Donc ça, c'était le savoir, c'était un peu plus long. Attention, sur le pouvoir, ça peut prendre également énormément de temps. Sur le pouvoir, c'est pas évident, finalement, de reconnaître le rôle, du power user au quotidien. Ça peut être très bien comme ça dans le cadre d'un slide, expliquer, au comité de direction qu'il va falloir le faire, mais après, il va falloir le faire vivre, et protéger ce power user, dans son rôle. Voilà, grosso modo, on a quand même une tendance à avoir retiré Access. Aujourd'hui, il va falloir expliquer aux entreprises qu'on a retiré des produits comme ça, mais il va falloir quand même, donner du temps à quelqu'un. C'est-à-dire que le rôle doit lui être attribué officiellement. Il doit être reconnu dans ce rôle-là. Il doit aussi être protégé, quitte à, moi, c'est ce que je dis, hein, à avoir une adaptation de la fiche de poste, du temps et des objectifs impartis. D'accord? Donc il faut voilà, faut pas tourner autour du pot, c'est un rôle. C'est un rôle, ça demande du temps et pourquoi pas des objectifs. Alors je vais beaucoup parler d'objectifs maintenant et d'indicateurs clés de performance parce qu'encore une fois, tout ça doit se mesurer, on doit mesurer le retour sur investissement. Alors pourquoi il faut ça? Parce qu'il y a 2 sources ici de conflits potentiels, hein. C'est le management direct. Ce que je disais, hein, on va expliquer aux managers, aux top managers et aux managers en réunion qu'il le faut, mais après au quotidien, le manager direct, il va dire: «Attends, non, d'abord tu fais, le quotidien là et tu prends sur ta journée qui était prévue, j'en sais rien, une journée par semaine pour commencer à te pencher sur, changer, un peu nos usages, avec, Power Apps» et voilà et donc on peut être rattrapé par le quotidien. Parce que ça peut être vécu comme un cauchemar, pour un manager qui a perdu de vue en fait, à quoi ça sert. Du coup, il ne sait pas ce que l'utilisateur fait, il ne voit pas où est le retour sur son investissement, et il peut aussi à nouveau, avoir arrivé en se disant: «Mais il est en train de me faire des trucs, je ne sais pas si l'informatique, l'IT en fait, va nous apporter un soutien en cas de complication ou en cas d'échec». Vous voyez? À peu près la même configuration, qu'Access. Alors du coup, la direction informatique aussi, on va devoir, s'assurer qu'elle est d'accord pour pouvoir, avoir des power users. Je reviens quand même sur le pouvoir de manière générale, le why, hein, vous savez, le pourquoi on le fait, il faut souvent le répéter. C'est pas parce qu'on a dit qu'on voulait mettre une communauté de power users en place que, c'est pas quelque chose qu'il va falloir se répéter. Il va falloir le répéter, le réexpliquer, même au cadre intermédiaire, et surtout aux cadres intermédiaires qui sont, donc le management direct de ces power users. Donc sur la direction informatique, là aussi, hein, c'est une direction qui doit être assumée par la direction informatique, qui a eu, et qui, en général, ont une sorte de comment dire? Pour eux, c'est un peu le cauchemar, quoi, de l'informatique, cette bureautique Excel et Access, qui était en libre service, en termes de shadow IT interne, je l'ai évoqué tout à l'heure. Du point de vue de la direction informatique, le problème c'est que, oui, on va mettre en place des power users. Alors on peut en mettre un dans chaque service. Un service, ça pourrait être 10 personnes, on peut prendre à peu près ce genre de ratio. Mais, est-ce que moi, le service informatique, je vais pouvoir gérer, est-ce que je vais pas être submergé par les demandes de power users, comme je l'ai connu, peut-être, quand j'avais Access ou Excel et ses macros? Donc là, évidemment, la direction informatique voit ça comme du shadow IT et ça peut être un frein au pouvoir du power user. Heu, voilà et ce qui plus est, il y a des choses comme la qualité des données ou la sécurité des données qui peuvent être vraiment un argument que va utiliser la direction informatique. Alors que tout ça, on peut le gérer et je pense que vous l'avez entendu aujourd'hui, tout ça, ça se gère sur 365. La gouvernance de la donnée en termes de sécurisation, et respect de fuite de données et tout ça, ça se gère, mais on parle ici de qualité et de fiabilité. Alors, la direction informatique a appris, hein, du retrait d'Access, et du coup, elle a un peu pris le pas sur l'organisation. C'est-à-dire que l'IT aujourd'hui, elle demande des ressources, elle en a pas assez, c'est plutôt elle qui freine. Donc tout ça est légitime, hein, mais ce n'est pas que ça, en fait. Il faut aussi former, nos directions, informatiques, pardon, sur le fait qu'on est en capacité
de gérer avec le centre d'administration Power Apps, et on va voir les options que je vais vous présenter maintenant, de gérer et d'accompagner finalement les power users dans le déploiement. On n'est pas comme on l'était avec Access ou Excel, un peu complètement aveugle de ce qui se passait dans l'entreprise. Voilà, donc allez, j'avance, il ne nous reste plus qu'un quart d'heure, mais comme quoi mon timing est pas mal quand même. J'avais prévu un quart d'heure pour chaque chapitre, c'est le dernier chapitre, c'est comment parvenir sur la durée à l'échelle visée. Donc, on a parlé ici de la matrice d'adoption. Maintenant, on voit que il va falloir inscrire ça sur la durée. Alors, j'ai appelé ça l'ambassade permanente de l'adoption des usages 365. Et alors, je l'ai appelé comme ça parce que on va comprendre que si on veut vraiment sur la durée à l'échelle visée, il va falloir dépasser le petit schéma que j'ai mis sur le vouloir, savoir et pouvoir. En fait, c'est qu'il va falloir probablement s'organiser de façon à inscrire la vague inscrire la vague oui, de création de Power Apps dans les process de l'organisation. Alors, première chose qu'on va dire, et ça fait écho à ce que je viens de dire là, juste avant, c'est-à-dire que l'IT, on va pouvoir la rassurer parce qu'on a aujourd'hui la capacité de suivre ce que font les power users. Alors, la première chose ici, voilà, et je préfère vous le dire si vous ne le savez pas, c'est que le centre sécurité et conformité comporte aussi des rapports d'audit. Donc, on va pouvoir savoir les logs d'activité, des activités Power Apps. Voilà, donc ça, c'est savoir si c'est utilisé, etc. Et puis, il y a aussi PowerShell qui permet, dans des scripts, de mesurer ce qui se passe sur cette Power Platform qui est pensée pour des Power Users. Alors, elle est pensée, mais on va pouvoir suivre, évidemment, avec les rapports d'audit et PowerShell. Alors, il n'y a pas que ça, heureusement, c'est qu'on a vu apparaître également la Power Platform au service de sa propre gouvernance. Donc, Power Automate est au service de la gouvernance de la Power Platform. Et donc, je vous ai listé ici 5 flux qui sont tout à fait dans l'esprit de suivre ce qui se passe. Je vous ai rajouté un flux ensuite, derrière, voilà, qui là me plaît encore un peu plus. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, c'est très réactif. C'est-à-dire qu'on était capable de mesurer les rapports d'audit, on était capable par PowerShell de générer des logs, et puis il y avait des flux qui permettaient de savoir ce qui se passe. Et là, celui-là, il commence à me plaire parce que c'est un flux qui sert à envoyer un email. Alors, c'est un email, mais bon, c'est comme ça, de bienvenue à un nouvel utilisateur de Power Automate. Et là, on est dans un esprit de je détecte mon Power User qui vient de créer un flux Power Automate, pardon. Je vérifie ici que son créateur est nouveau. Hein, c'est tout, il est nouveau. Hein, il ne fait pas partie d'un groupe Power User qui aurait été créé au niveau de l'Azure AD. Et du coup, je lui envoie un email, message de bienvenue, pour pouvoir l'inviter à rejoindre un espace Power User. Voilà. Donc, comme quoi, là, Microsoft, à travers ce flux, démontre que ils ont conscience ici de la gouvernance, en fait, en tout cas de la gouvernance de l'accueil des Power Users dans le dispositif qu'on a mis en place. Alors, donc là, j'ai pris séparément quelques flux pour montrer que, oui, tout ça, ça va s'administrer. C'était quand même, malgré tout, très réactif. Hein, c'est toujours parce qu'il se passe quelque chose. Et du coup, on va retrouver aussi cette logique de surveillance, sécurisation, surveillance, alerte, sur la barre d'outils du centre d'excellence du COE. Alors, j'espère qu'on vous en a déjà parlé. C'est le COE, le centre d'excellence Power Platform, qui utilise certains des flux que je vous ai montrés. Voilà, il y en a d'autres aussi, les flux qui nous permettent de générer automatiquement les rapports d'audit. Je n'ai pas mentionné, mais j'avais mentionné les rapports d'audit. Voilà, le centre d'excellence, alors, il s'installe, il n'est pas d'office, c'est pas le centre d'administration Power Platform, bien dommage d'ailleurs. Il s'installe sur un environnement. Donc voilà, dès que vous avez un environnement que vous avez créé, vous pouvez installer votre centre d'excellence pour encore une fois savoir ce qui s'y passe. Bon, allez, je vous le dis tout de suite, c'est pas comme ça que je fais. Je dis pas aux gens, tenez, mettez en place les centres d'administration du COE, ça va se faire. En fait, le Power User, c'est pas une approche en self-service. Et ça, l'approche en self-service, on l'a quand même très fort sur 365. On a les sites SharePoint qui sont en self-service. Alors, on peut désactiver la création de SharePoint.
sais pas si vous savez, hein, les administrateurs SharePoint le savent, désactiver la création de sites self-service. Mais par contre, Teams aussi est self-service. Et donc, quelque part, ça génère aussi des sites SharePoint qui sont appelés par la création d'une équipe. Et donc, on voit bien que l'esprit en self-service, eh bien, c'est quelque chose qui existe très fort sur Microsoft. Hein. On déploie tout, on ouvre tout, puis après, à la limite, on ferme. Hein. C'est un peu la démarche. Eh bien, ici, ça ne suffira pas. Ça suffira pas, une approche en self-service, parce que derrière, on a des règles à mettre en place. On a des règles à mettre en place, des règles à mettre en place de façon proactive. On va dépasser l'approche de surveillance et de réaction parce qu'on veut obtenir des résultats, on veut obtenir, et sur la durée à l'échelle, eh bien, un engagement des power users qui vont nous permettre de digitaliser et donc remettre en cause nos process métiers. Et donc, la première chose que j'indique, c'est évidemment, ici, on voit bien qu'il y a une certaine gouvernance de ces power users, de ces utilisateurs qu'on va devoir mettre en place. Alors, qu'est-ce que c'est que la gouvernance? C'est qui fait quoi quand. Alors, je le fais en résumé. Hein. La gouvernance, c'est définition des règles de qui fait quoi quand. Et donc, tout à l'heure, j'ai évoqué que, par exemple, un power user, on allait pouvoir aller au-devant de lui pour pouvoir lui proposer une formation, mais également du coaching. Donc, à quel moment on enclenche une formation, à quel moment on enclenche du coaching. Et donc, tout ça, ça doit être érigé en tant que règle. La gouvernance de la donnée, qui me paraît évidemment l'essentiel, alors là, on le sait, c'est plus du côté de direction informatique, hein, c'est pouvoir s'assurer qu'on a bien ici pris dès le départ, eh bien, la gestion du risque en compte, en fait, la gestion du risque en compte, concernant ici la gouvernance de la donnée. Et puis, la gouvernance ensuite applicative des solutions. Alors, je viens de parler de SharePoint, j'ai parlé de Teams. Évidemment, notre sujet ici, ça va être plus la Power BI, la Power Platform, mais la gouvernance des solutions qu'on a créées. Donc là, on est plus sur de la gouvernance, eh bien, on va le voir, applicative, traditionnellement. En fait, ici, le résumé un peu de mes propos, de la mise en place de ces types de gouvernance, c'est qu'on doit orchestrer l'adoption des power users. Ça ne va pas se faire tout seul. Il faut une approche qui soit une approche proactive. On a parlé donc de définir les règles qui définissent à quel moment on enclenche du coaching ou pas. D'une manière générale, il va falloir définir la jonction entre le power user et l'IT pro. Le passage du no-code au pro-code. Hein. Voilà. Ici, il faut mettre en place ces règles-là pour pouvoir produire produire en prévoyant. La gouvernance, c'est aussi permettre de prévoir. Parce que si on a des différentes étapes, avec des indicateurs clés, on va pouvoir faire de la prévision et du planning. Donc, ici, l'idée, c'est de rapprocher finalement les métiers et la direction informatique autour de règles de gouvernance pour effacer un peu cette amertume qu'ont les métiers actuellement quand elles se tournent vers leurs services informatiques. Voilà, j'espère que vous le savez quand même, mais aujourd'hui, si on lutte contre le shadow IT interne, c'est bien, mais on lutte aussi contre le shadow IT externe. Et donc, beaucoup de métiers se sont tournés vers Internet, font l'acquisition d'outils, tout est dans le cloud. Et j'avais mis quelques chiffres dans ma présentation j'en ai mis quelques-uns, sur 365 contre le shadow IT. Je crois qu'on est à 61% des DSI déclarent qu'ils ont connaissance d'applications qui sont des applications de shadow IT pour eux, parce que c'est pas eux qui les administrent aujourd'hui, et c'est les métiers en direct. D'accord. Donc ici, si on veut pouvoir rassembler à nouveau les métiers et la direction informatique, c'est bien en mettant des règles en place, des règles qui conviennent ici pour pouvoir avancer ensemble. Et c'est vraiment l'esprit de la Power Platform, c'est de faire converger finalement aussi non seulement les power users avec les IT pros, mais d'une manière générale les métiers avec l'informatique. Alors j'ai vu qu'il y avait une question, Asma, dans le fil de discussion, et je répondrai après. Pour les types de gouvernance, j'ai fait qu'un aperçu, mais ça fait des années moi que je fais des plans de gouvernance chez des clients. Alors au départ, c'était il y a 10 ans, il y avait un monsieur qui s'appelait Pierre-Hérol Giraudy et qui faisait de la gouvernance SharePoint. Et il y a 10 ans, il partait à la retraite quasiment. Et donc, du coup, je me suis retrouvé sur des missions formées par lui quand j'étais un jeune
consultant SharePoint. Aujourd'hui, je continue à faire des plans de gouvernance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ceux qui ne l'ont jamais vu appliqué en entreprise, c'est mettre en place des matrices de responsabilité, hein, qui fait quoi, quand. Et la gouvernance, alors moi, je le classe ici en 5 types de gouvernance. On ne va pas vous faire un truc sur la gouvernance aujourd'hui, mais c'est les fameuses règles, hein, qu'on va mettre en place. Donc, la gouvernance fonctionnelle, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est le responsable de la gouvernance fonctionnelle, qui va définir la vision, qui va fournir l'inspiration et qui va gérer les power users. Et là, j'ai mis KPI. C'est-à-dire qu'ici, il faut mettre en place des objectifs, il faut mesurer, et on va le voir, hein, dans la conclusion de ce slide. Tout ça, c'est normal. On travaille comme ça aussi avec les power users. Et donc, il va bien falloir ici avoir quelqu'un qui gère en fait les power users. La gouvernance opérationnelle, là, celle-là, c'est je dirais la plus facile. Pourquoi? Parce que, on le fait déjà, depuis des années, hein. C'est pour moi le mot gouvernance dans un service informatique, c'est à ça qu'on pensait a priori au départ, c'est, qui gère les utilisateurs, leurs accès et leurs licences. Et puis on pense aussi à la gouvernance applicative évidemment, qui va, gérer, les applications, qu'elle consomme ou les applications qu'elle a développées et qu'elle consomme. Donc toute la partie, gouvernance applicative. Et bien là, dans le cadre de notre plan, la Power Platform, il va falloir aussi qu'on gère la donnée, hein, quand elle est sensible, évidemment, quand la donnée est sensible, et puis gérer la dynamique de la fabrique des usages 365 avec l'industrialisation, le cycle de vie des applications dont on a parlé. Et puis la question ici, euh, par rapport à Asma, dont je vais répondre évidemment, il va falloir ici apporter le support pour les apps livrées, pour pouvoir les adapter ou les dépanner quand il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Du coup, comment on fait? Voilà, donc je pense que c'est un peu c'est un peu la question, la réponse à la question, Asma. C'est que moi, ce que je fais, c'est que c'est bien de mettre un cadre général pour expliquer qui fait quoi dans les 4 pans de la gouvernance, enfin les 5, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a le côté général aussi qui doit orchestrer qui orchestre de la gouvernance générale, de manière générale, voilà. Ensuite, il faut descendre à un niveau de granularité aussi. C'est-à-dire que par solution, il faut aussi qu'on ait un plan de gouvernance. C'est-à-dire que pour chaque solution, il y a eu au départ un sponsor, voilà, il y a eu un projet, et puis il y a une phase de run. Pour moi, le responsable de la gouvernance fonctionnelle doit aussi s'assurer que chaque solution possède son propre plan de gouvernance. Alors fonctionnel, applicatif, hein, évidemment, sur les accès, etc. Mais ce qui facilitera en fait le maintien à niveau des apps qui ont été livrées par le passé. Donc ça veut dire que il faut documenter un minimum, hein, ce qui a été fait. Évidemment, derrière gouvernance, c'est la mise en place d'une base de connaissances et puis surtout savoir qui fait quoi quand il s'agit de faire par exemple la mise à jour, donc la gouvernance applicative de la solution. OK. Alors, revenons au cœur de notre sujet, c'était comment réussir l'adoption des power users sur la durée et à l'échelle. Sur la durée et à l'échelle. Tout à l'heure, je ne vous l'ai pas caché, hein, je vous ai dit que je m'étais assez inspiré finalement de ce qu'on avait fait, de ce qu'on avait dit, de ce qu'on avait recommandé lors de la mise en place, de toute la partie heu sociale, communautaire. En fait, ici, je trouve qu'il y a pas trop il y a beaucoup de choses à retirer finalement de cette expérience, il y a pas trop à s'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'animer une communauté de power users, contrairement aux espaces de communauté, que nous avons, connus peut-être sur Yammer ou que nous connaissons encore, souvent on se pose la question de la raison d'être en fait, la raison d'être de la communauté. Ici, la raison d'être de la communauté, il y a pas à tergiverser. C'est un objectif opérationnel. C'est-à-dire que heu, ça rencontre les objectifs d'une organisation. Donc on n'aura pas de questions sur la raison d'être de la communauté des power users. Alors, ça va servir d'entraide, hein, à partager entre eux, hein. Ça va servir aussi à recruter. Tout à l'heure, on avait ce fameux, flux, Power Automate qui vous détecte si la personne qui a créé un Power Automate, c'est son premier ou pas. Et puis ça va nous servir du coup à,
tout ça, à mettre en place une communauté dans laquelle on va partager plus que de l'entraide et je dirais de l'expertise de manière générale, mais on va aussi alimenter une vitrine des usages. Il n'y a rien de mieux finalement que des gens, je dirais des utilisateurs finaux qui s'inspirent les uns les autres. Et c'est pour ça que souvent dans les présentations qu'on fait, on est très friand d'avoir des retours d'expérience de clients, hein. Et donc ça, il faut le mettre en interne. Il faut mettre en place une vitrine des usages 365 qui vont sans cesse inspirer et donc réalimenter la pompe à inspiration de la communauté des power users de l'entreprise. Et puis, du niveau de l'informatique, là, on tient aussi un argument. C'est-à-dire que si on met en place une communauté de power users qui a un espace d'entraide et de partage, ça va pouvoir aussi faire baisser les demandes d'assistance au service informatique. On va pouvoir router certains tickets, entre guillemets, aux power users. Alors déjà, entre power users entre eux, mais pourquoi pas entre end users vers power users. Et seulement activer le support informatique que c'est un niveau d'escalade, d'échelle supérieure. Voilà. Si on met en place une communauté de power users avec des vitrines à usage, je pense que là, on est dans le bon, c'est-à-dire qu'on met en place les conditions d'une digitalisation par les usages et pas par les outils. Vous voyez? Il faut qu'on parle des usages. Et pour moi, c'est la clé pour parvenir à faire converger sur la durée et à long terme et à l'échelle, donc, eh bien, les fonctionnalités de 365 et ces groupes d'utilisateurs. Donc, vous pouvez les appeler comme vous voulez, correspondants, ambassadeurs relais. Il faut mettre en place cette communauté pour pouvoir inscrire ça dans la durée. Et là aussi, il faut mettre des indicateurs clés de performance, il faut faire des mesures, il faut faire de la communication. Il ne faut pas considérer que Microsoft 365, c'est seulement ici un outil, je dirais, plateforme consumérisée où chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Et là, vous avez un peu le schéma voilà, que je recommande, avec cette communauté de recrutement en amont qui va servir à recruter, à communiquer, à inspirer, à supporter et à fournir et donc tout ce qui est entraide et partage. Ça va vous permettre d'envoyer les gens en formation. Après, on peut rentrer en coaching, formation avancée, peu importe. Le coaching, ça peut rentrer, on peut rentrer du coup votre application dans l'application Factory de 365. L'IT Pro, en fait, peut aussi directement être contacté de par la communauté sans passer par formation, coaching, formation avancée, quand ce sont des applications dont vous délimiterez et définirez les règles, en disant si c'est une application qui touche par exemple à Dynamics 365, bien là, non, on ne va pas laisser les utilisateurs faire, on va appeler Chloé, par exemple, qui est notre experte et qui vient nous aider sur ce chapitre parce qu'on n'a pas les ressources en interne. Vous voyez, donc il y a ici mettre en place ici des règles, hein, tout simplement. Et je terminerai, il reste encore 3 minutes parce qu'on m'avait dit 50, donc j'en profite. Je vous ai mis également ici une petite présentation, le rollout de l'adoption des power users. Tout ça, on ne le fait pas sans donner une vision. C'est pour ça que je parle beaucoup d'inspiration, de vitrine des usages. Il faut qu'on réussisse ici à inspirer nos power users par les usages. Donc, il faut une vision, une stratégie, une gouvernance générale. Il faut être prêt dès le départ. Ensuite, évidemment, la sécurité et la conformité, parce que la donnée, ici, on ne veut pas entendre parler finalement même de peur ou de frein, de frein des métiers ou de l'informatique par rapport à la gouvernance de la donnée. On est capable d'adresser le sujet. Ensuite, il faut mettre en place sa communauté de power users, communication, recrutement, formation, coaching, ça vous l'avez entendu. Et puis après, on arrivera dans le stade de la gouvernance applicative avec les règles de la fabrique à usage dont je viens de parler, les IT Pro seuls ou les IT Pro et les power users ensemble. Voilà. Et tout ça, c'est quelque chose qui va être en mode évidemment test and learn. On doit mesurer et on doit corriger. C'est-à-dire que si on n'a pas assez de power users, faut faire un peu plus de communication. Si on en a trop, il va falloir mettre peut-être plus de ressources ici si on estime que ça vaut le coup, ou alors allonger les roadmaps, les feuilles de route en interne. Voilà. Dans les impératifs, dans la mise en œuvre, je me le répète souvent ça, mais il faut bien s'assurer que tout le monde est aligné, même le management, le top management. Donc, il faut avoir un mandat clair du management. On ne déploie pas Power Apps comme ça en se disant tiens, on va faire une apps pour le service informatique et puis ou une application de note de frais et puis on le déploie auprès de tout le monde et puis après on se rend compte qu'il y a finalement on a mis en place tout un projet de transformation en interne sans avoir vraiment informé le management, vous voyez. Donc ensuite, la vision d'organisation, je le répète, c'est juste après, mais en fait, il faut partager avec le management la vision aussi. Une adoption par les usages, vous m'avez entendu de le dire à la fin, et pas par les outils. Et c'est un peu le gage en fait de ce que vous apportez les power users, ce qui vous apporter une adoption par les usages, évidemment. Vous n'allez pas arriver par une approche technologique. La relation utilisateur, elle est aussi portée par les power users.
parce qu'ils sont légitimes, parce qu'ils ont une connaissance des process, ça va vous faire gagner énormément de temps. Et puis la gouvernance, on en a parlé, ses métriques et ses contrôles, tout ça, c'est que ce sont des programmes, c'est pas un projet, ça va prendre des années. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, hein. Là, on est parti pour des années et des années. Et donc, il va falloir dans ce programme apprendre, hein, on est sur une démarche test and learn, évidemment, remise en question permanente, se tenir informé pour pouvoir anticiper aussi et partager les retours d'expérience. Voilà, il est 49. Alors, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je ne vois pas d'autres questions. Écoutez, je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai remis le micro, donc il y a des questions dans la salle. Il nous reste une demi-seconde. On a parlé de Application Factory, c'est quoi ça? Ça fait partie de... Application Factory, c'est le concept. C'est un concept, c'est le nom du concept, c'est le le nom du programme, le nom du... C'est un peu... Ouais, voilà. On peut l'appeler autrement. On peut l'appeler comme vous voulez, mais ouais, la fabrique à usage 365, moi j'aime bien ça. Je crois que dans le groupe La Poste, ils ont gardé ce concept que j'avais soufflé. Fabrique à usage 365. Mais voilà, j'espère que vous avez compris. C'est au retour d'expérience sur la gouvernance, sur la mise en place de la Power Platform auprès des Power Users. C'est passionnant. C'est vraiment passionnant comme sujet et il va falloir être très vigilant là-dessus. Et j'ai bien aimé Wannabes parce que Wannabes avait aussi un discours très mature là-dessus. Donc, je ne sais pas si vous y sont dans la salle, mais c'est bien. C'est bien, les gars. Ils sont juste à côté. Ah, super. Ça marche. Okay. Merci à vous. Merci à toi. Merci. Franck. Et donc, voilà, faites la petite pause pour la prochaine réunion alors. Voilà, ça marche. Salut.